Barbara Jean-Yves, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour aux téléspectateurs, aux internautes de Chicom TV. Merci de m'accueillir. Comme je te disais hors caméra, j'ai tenu à t'inviter parce qu'on ne parle pas suffisamment des gens qui créent, qui agissent, qui produisent. Il y a un genre de taux de dénigrement systématique. C'est vrai. Tandis que bon, on a vraiment des qualités, des compétences qui ne sont pas encore obligées de rester très longtemps à l'extérieur. Non, mais c'est vrai, moi, je suis assez d'accord avec, quand tu emploies le terme d'auto-dénigrement, je l'ai noté en fait, ça fait un peu plus de 5 mois que je suis revenue dans mon île, en Martinique. J'ai vécu donc 18 ans à Paris, en France, et donc j'ai décidé de revenir, de rester un moment, je suis avec ma fille, et c'est vrai que je suis assez marquée par cette capacité à s'auto-dénigrer. Et je dois te dire que de temps en temps, ça me file le bourdon, ou ça m'énerve en fait, parce que je trouve que ce pays donc, est magnifique, on a un pays magnifique, les gens sont superbes, les gens sont courageux, ils sont compétents, polyvalents, et puis on a vraiment on a de quoi être fier, mais j'analyse en fait cet autodénigrement, je pense qu'on a peu confiance en nous, je pense qu'on manque de confiance en nous. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai pas envie de rentrer dans des explications psychanalytiques à 2 francs 50, mais je pense qu'on ne se fait pas confiance, et on n'a pas confiance en nous, on ne fait pas confiance à l'autre, et on s'autodénigre. Et moi je trouve ça vraiment très mortifère, quoi. C'est pas bien, c'est pas... Et surtout qu'on a tout pour être bien, on est un pays sublime, quoi. Quand je suis ici, moi je vis ma Martinique, je la découvre, enfin, et on devrait vraiment être beaucoup plus... Sans être arrogant, on devrait être plus fier, aussi un peu plus bienveillant aussi, envers les autres et envers nous-mêmes. Et je pense qu'on s'en porterait mieux. Et comme tu dis, quand on regarde, on écoute la télévision, on regarde la télé, ou on écoute la radio, ou les journaux, c'est effectivement ces jours-ci, c'est chlordécone, c'est le vieillissement de la population, c'est 25 000 personnes qui sont parties en 5 ans. Enfin, il y a plein d'éléments. Tu regardes la situation des hôpitaux, l'hôpital public, ça va pas. Enfin, tu te dis, mais waouh! Et si tu veux, moi j'ai le sentiment, et je suis quelqu'un de fondamentalement positif. Donc je ne veux pas, si tu veux, sombrer dans la négativité, et puis voilà, mais si tu veux, il faut aller gratter derrière ça, quoi. Oui. Ça ne peut pas, la situation ne peut pas être aussi dramatique, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on nous cache ce qui est beau, comme on nous cache le parcours de Barbara Jean-Yves, qui commence très tôt. Alors, ton parcours, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours universitaire Alors, moi j'ai fait mes classes ici. Alors, j'ai grandi donc, entre Fort-de-France, mon premier, alors, vraiment Fort-de-France. Ma mère, je crois que ma mère, quand elle a accouché, après on est venu vivre dans le centre de Fort-de-France, à l'immeuble Plein Ciel, je crois. Oui, je vois. Il me semble. Après, on est parti à Baie-des-Tourelles, donc avec mon papa. Et après, j'ai vécu à Ozanam, à la cité Ozanam. Donc j'ai fait mes classes, donc j'étais à Baie-des-Tourelles, donc dans une petite école de Baie-des-Tourelles, avec Madame Bellune, notamment, que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, qui m'avait fait sauter une classe, je crois que c'est de la grande section. Après, je suis allée à Émilie Fordin. J'ai après été au collège à Renan, donc j'ai fait à l'époque Renan, qui était au centre-ville, vraiment, donc je suis née de Fort-de-France. Ensuite, j'étais au lycée Chalcher. Et puis, donc j'ai eu mon bac en 84, un bac littéraire, donc, et je suis partie après, et je voudrais rendre hommage à M. Gabriel Aurore, qui était mon prof de philo que j'adorais, et puis avec qui vraiment on a fait des choses extraordinaires en terminale. Parce que la terminale, c'est quand même un moment important où on ouvre l'esprit des enfants, et c'est intéressant puisqu'ils vont partir après, et généralement ils quittent leur Martinique. Et c'est là un peu qu'on commence à être un peu révolutionnaire. Choisir son avenir. Voilà, on choisit son avenir, on réfléchit. En plus, je trouve que, alors, sans faire vraiment, ça fait un peu nostalgie, comme je dis, c'est un mot que j'aime bien utiliser, d'anciens combattants, mais c'est vrai que l'époque, en fait, j'ai passé mon bac en 84, avant 89, il y avait un environnement intellectuel, idéologique, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé après. Même famille, Oui. Bon, moi, j'ai grandi dans un milieu. Mon père était homme politique, mes parents sont divorcés, donc il y a cet intérêt quand même pour la chose politique. Mais d'une façon plus globale, je trouve qu'avant 89, tu vois, cette espèce d'environnement idéologique, le capitalisme, le communisme, il y avait des choses qui étaient forcément, qui devaient structurer les gens, quoi, la mentalité. Et il y avait des théories de fond aussi. Et à la limite, je pense que c'était plus facile pour un jeune
si tu veux, de s'opposer, par exemple de vivre son adolescence où tu es comme ça, en rupture parfois avec la société. Aujourd'hui, je pense que c'est plus compliqué parce que c'est peut-être moins clivé, c'est moins évident. Tu vois, il y a des enjeux qui dépassent ce côté idéologique politique, j'ai envie de dire. Donc, une formation scolaire à Fort-de-France et qui te conduit au bac. Voilà, donc j'ai passé un bac littéraire, donc j'ai passé un bac littéraire. Donc je disais, à l'époque, j'ai l'impression que quand tu es en terminale, tu sais, tu tout la philosophie, etc. Moi, j'avais un très bon prof, Gabriel Laurent, qui était vraiment quelqu'un de très intéressant. Il nous avait emmené, par exemple, à Colson. Et c'était horrible, tu vois, mais c'était une période, avant 89, avant la chute du mur, si tu veux, où il y avait des discussions de fond, il y avait, en plus il y avait Bob Marley, donc je sais pas si tu te rappelles, il y avait donc, si tu veux, pour un jeune, c'était beaucoup plus facile, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de se positionner, tu sais, sur des questions qui, pour lui, pouvaient sembler fondamentales, quoi, tu vois, le capitalisme, le communisme. Aujourd'hui, je pense qu'un jeune qui grandit, il a des références moins claires, tu vois, pour se structurer, et c'est peut-être plus compliqué pour lui. Donc j'ai passé mon bac, après je suis partie donc à Paris, j'ai fait des études de droit, donc j'ai fait une première année d'éco à Dauphine que j'ai ratée, et puis des études de droit donc à Paris 1, à la Sorbonne. Donc j'ai fait donc droit sciences politiques, avec une option de relations internationales. Et par exemple en maîtrise, j'avais fait dans le cadre de mon TD avec notre prof, c'était un Palestinien qui s'appelait M. Mansour. J'avais fait mon travail de fin d'année, c'était sur la question calédonienne. À l'époque des événements de Nouvelle-Calédonie. Et puis donc je suis revenue ici. Donc voilà, donc mon parcours c'est Sciences Po droit. Donc je me destinais au journalisme. Quand je suis revenue ici, j'ai passé une année à l'ITC, l'Institut des techniques de communication avec Roland Larouchet. Et puis j'ai commencé à travailler après. Je crois que c'est à ICS, ta première radio, non? Mais FM+, d'abord. FM+, oui, avec Roland dans le cadre de mes études, en fait, de la formation. Et puis après, ICS, donc je travaille avec Claude Gratien, Cécile Marc, Raymond Tout, entre autres. Voilà. Et puis après, donc ATV. ATV, donc on a lancé le 11 février 1993. Donc ça fait je ne sais pas si tu t'en souviens, mais le jour de présentation de ATV, il y avait un petit cocktail et tout le monde. Et il me semble que c'est toi qui m'avais interviewé pour parler de coups de main qu'il y avait à l'estrade. Peut-être. Au début, j'étais JRI, journaliste reporter animal, donc c'est un mot que les gens connaissaient peu ici. Donc ça veut dire que tu es journaliste, donc tu poses des questions. J'avais une caméra et je montais. Donc je faisais tout. Et accessoirement, je faisais le journal télévisé. Et j'ai d'ailleurs fait le premier journal de la TV, ce fameux 11 février 1993. Et l'image qui reste, je ne sais pas si on ça dans les archives, j'étais un peu plus petit, enfin j'étais déjà plus jeune, pas tellement plus petite, mais j'avais un grand fauteuil, j'étais dans un grand fauteuil avec des rayons noirs et blanches. Et je me rappelle, quand on a ouvert donc, ATV, c'était des choses Votor qui a pris l'antenne pour présenter l'événement. On a eu un problème de son et on s'est tous dit qu'il y avait eu du sabotage. Mais on avait réuni la Martinique entière, tout le monde était là. Et à l'époque, si tu veux, ce qui avait été intéressant, donc dans la période qui a précédé le lancement de la TV, on avait fait une espèce de grand audit. On avait interviewé des centaines et des centaines et des centaines de personnes de tous les milieux. Les milieux économiques, politiques, éducation, enfin tous les milieux, des jeunes, des vieux, etc. Pour pouvoir prendre le pouls et si tu veux comprendre dans quelle direction on aurait travaillé, donc, notamment en info, sur la thématique de la proximité, parce que c'était ce thème-là qui était nouveau, et c'est ça qu'on a lancé, qui est un thème qui est repris. Alors, ça m'amuse aujourd'hui d'entendre certaines pubs de certaines télés qui disent vous aurez de la proximité, donc rendez-vous le dimanche de 9h machin avec la proximité, quoi. Comme si la proximité c'est ce qui fonde, comment dire, c'est vraiment une idée de télévision, de médias, mais qui est appliquée à des territoires comme les nôtres. Oui, à des territoires comme les nôtres. C'est ça la proximité. Mais c'était vraiment, c'était un peu révolutionnaire à l'époque, cette démarche-là. Et aussi d'ailleurs dans le côté fonctionnel, tu vois, le fait qu'on soit journaliste, reporter d'image, alors qu'en face, effectivement, à l'époque, RFO, ils étaient donc, il y avait un cadreur, il y avait un journaliste, il y avait un preneur de son, parfois quelqu'un pour la lumière. Si tu veux, il y avait aussi, du point de vue des anciens, j'ai envie de dire, une interrogation de ces nouveaux modes de fonctionnement qui aujourd'hui sont vraiment monnaie courante. Aujourd'hui, vous faites une télévision, tu vois, avec des petits moyens, ça coûte d'ailleurs moins cher de faire une télévision. Absolument. Voilà. Alors, ATV, mais
Apparemment, tu as fait beaucoup d'expériences en matière de journalisme. Pas tant que ça, pas tant que ça, non, non. Mon expérience, c'est une expérience de la polyvalence, qui me caractérise toujours en termes de... Mais après à TV quand même, Je suis à la trace. À la trace, voilà. Bon, c'est pas beaucoup, alors je sais qu'avant les gens avaient l'habitude de rester dans un poste toute leur vie. Non, 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 moi j'ai jamais été fonctionnaire, sauf une fois quand mon expérience au cabinet ministériel, mais c'est un statut extrêmement précaire, donc c'est fonctionnaire sans être fonctionnaire. Si tu veux, j'ai toujours travaillé dans le privé en fait. Toujours travaillé, et à tout début, j'étais travailleur indépendant. Voilà. Mes premiers, voilà. Mais dans ton expérience de trace, tu as été à un moment responsable de la rédaction. Oui. Alors, ton regard sur le journalisme d'hier, d'aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Ton regard sur le travail des formations, globalement? Si tu veux, moi je pense qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui interroge, c'est quelqu'un... Moi j'ai voulu faire ce métier parce que quand j'étais petite, je voulais être plus grande, être un médiateur. C'est-à-dire que tu es témoin. Tu es un privilégié parce que tu as la chance, donc comme quand tu présentes une carte de presse, mais tu avec mon média, les gens t'ouvrent les portes, ou parfois ne veulent pas, mais si tu veux, tu as un accès qui est privilégié. Et le média, le journaliste, c'est quelqu'un qui rend intelligible le monde, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est curieux, qui se pose des questions, lui, sur le monde, sur la façon dont le monde va, ou son environnement, enfin, bon, tu peux être thématisé hein, et spécialisé, mais c'est quelqu'un qui a l'envie de rendre intelligible le monde. Et qui va décrypter, qui, s'il ne le sait pas, mais va se former lui-même, s'informer lui-même pour pouvoir être ce transmetteur ou cette courroie de transmission, on va dire, entre le public et puis les événements. Donc aujourd'hui, bon, si tu veux, il y a plusieurs types de journalisme. Hein. Je dis qu'il y a des gens qui font un travail d'exploration, de décryptage, et c'est devenu difficile, tu vois. Et puis bon, il y a les médias, et puis il y a la télévision en particulier. Pour moi, la télévision est un média très particulier. Je l'appelle le monstre. Ça fait des années que je dis que la télé, c'est le monstre. C'est un média qui produit sa propre logique. C'est une logique du divertissement, quoi qu'on fasse. Ouais. Même quand c'est de l'info, c'est du divertissement. Ouais. Parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il faut que ce soit joli, il faut qu'on soit bien maquillé, il faut qu'on... L'audimat conditionne la publicité. Ouais. Et donc pour moi, j'appelle ça, c'est pas péjoratif, mais c'est un média à part. Et personnellement, je ne survalorise pas ce média-là. C'est un média qui a sa place, qui reste très fort dans si tu veux, dans les modes d'information des gens. Et puis tu as Internet, donc qui a bouleversé l'école parce que n'importe qui aujourd'hui avait... Oui, n'importe qui, parce que tu as une caméra, tu prends le truc, tu le mets, et puis donc finalement tu rends accessible, mais tu ne décryptes pas, tu ne rends pas compréhensible. Mais ça m'amène à cette question, le journaliste n'est pas simplement courroie de transmission, il y a une volonté de faire passer une perspective. Et je pense à toi notamment... Je dis rendre intelligible, Si tu veux passer une perspective, j'aime pas ça. Moi. Je trouve que ça, c'est le chroniqueur. Moi, alors, pour parler globalement de la situation, je trouve qu'il y a beaucoup trop de chroniqueurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis, en tant que téléspectatrice, auditrice, je ne veux pas qu'on me dise comment penser. Ça ne m'intéresse pas. Je comprends bien, mais je me permets d'insister parce que quand tu réalises un film sur la musique racine de Bel du pays, tu as quand même une intention de revaloriser notre être. Oui, mais là je suis journaliste, mais je suis documentariste. Là, j'ai une approche un rapport à l'image qui est un peu différent de ce que je suis quand je suis journaliste, je présente un journal télévisé ou que je fais un reportage sur le terrain. Tu vois, c'est-à-dire que là... Alors, quel était... Alors, le film Bel est tambour vivant, si tu vois, j'avais déjà fait un premier travail en 2004 parce que j'avais fait le tour de la Caraïbe, en fait, et j'avais fait quasiment toutes les îles et parlé des principales musiques. Avec des choses plus ramassées, c'était pas des 52 minutes, c'était des choses un peu plus dans le rythme de reportage, magazine, tu vois. Et j'avais déjà voulu parler du Bel Air. Pour moi, donc, là on fait référence à Bel Air tambour vivant que j'ai fait en 2008 ou 2010 je crois. Donc il y a un film de 52 minutes. Et que, si tu veux, pour moi c'est la musique qui est propre à la Martinique. En Guadeloupe tu as le Ka, ici tu as le tambour, qui est beau, qui est différent du Ka par exemple, on nous rapproche souvent, même si le Ka est plus... Enfin, moi j'ai vécu en France ces 18 dernières années, c'est le Ka qui est connu, les gens ne connaissent pas le tambour Bel Air, ils ne connaissent pas le tambour Bel Air, ils connaissent le tambour Ka. Bref, moi j'avais envie de parler de ce tambour-là, qui est à la fois le tambour, qui est une danse, qui est une musique, qui est une tradition, qui quand on commence à s'y intéresser, nous amène dans les champs de canne à sucre, nous amène à la rencontre de gens qui sont un peu
les gardiens de cet environnement, et qui aussi, ces dernières années, s'est mélangé à autre chose. Tu as eu Bele Boom Bap, tu as eu Extreme Jam, etc. Et j'avais envie de faire un film donc, qui parle de ça, mais moi j'aime les choses belles en fait. Je voulais faire quelque chose de beau, je voulais faire quelque chose d'esthétique. Je trouve que quand les gens dansent, une soirée Bele, c'est la tradition, tu peux aller machin, faire de la philosophie, de l'histoire, de la politique, mais c'est beau. Les gens, les jupes qui se lèvent, qui virevolent, les mouvements d'une sensualité extrême dans le Mabel, etc. Ça me donne la chair de poule, je parle de ça, j'ai la chair de poule. Et je voulais faire un film qui était aussi dans l'esthétique. Tu vois, par exemple, et ce film, en fait, Belle est un bon vivant, toutes les scènes, sauf quelques-unes, étaient écrites. C'est-à-dire que c'est presque une docu-fiction. Tu vois, le film s'ouvre sur un travelling sur la mer, après on est à Trénel, on est allé chez les gens, on a filmé, on a fait la descente dans l'escalier. Si tu veux, il n'y a pas de... Si on veut se procurer ce film, il y a un support DVD ou bien quoi? En fait, c'est une coproduction d'ADN, ADN et Traces. Je suis souvent sollicitée pour ce film, notamment des étudiants, etc. Il reste, j'en suis heureuse parce que c'est un travail qui peut ouvrir sur autre chose. Malheureusement, chaque fois, je renvoie les gens à ADN Production, en fait, donc il y a un site ADN Production, et puis Trace. Alors Trace, comme ils ont une plateforme, Trace Play, je suppose qu'ils ont mis le film sur leur plateforme. Personnellement, je ne peux pas le commercialiser, mais ce serait pas mal, effectivement, qu'ils soient en téléchargement payant quelque part, parce que de façon assez régulière, je suis sollicitée sur ce film. Je pense que c'est important. Alors, parle-nous de cette expérience de Diaspora Mix. Alors, Diaspora Mix, c'est une société que j'ai créée en 2013-2014, qui est donc, la thématique, c'est la production audiovisuelle, mais des statuts sont assez larges. Donc c'est la production, création, production audiovisuelle, littéraire, artistique, culturelle en général. Et en fait, j'ai créé cette société parce que je voulais créer un site internet que j'ai créé, diasporamix.com. À la base, je voulais faire un portail de la diaspora, des membres de la diaspora afro-descendante, afro-caribéenne. Donc voilà, commencer par les Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens, mais aussi les Africains qui sont partis d'Afrique, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Asie, etc. Et donc bon, j'ai pas beaucoup de temps pour m'en occuper, mais je mets à jour le site régulièrement avec des articles, des portraits. Tu vois, j'ai fait des portraits d'Antillais qui étaient par exemple, qui vivaient en Europe, aux États-Unis, par exemple. J'ai un très joli portrait d'une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Cicely Loubet, qui est guyanaise, qui est danseuse, qui vit à Los Angeles. Elle danse avec les plus grands artistes du showbiz américain. Un ami, il était Québec, moi j'ai un ami parce qu'il était avec moi au lycée, qui est danseur, Ludovic Parti qu'on connaît, qui est à Rome, chef de ballet, en fait. Et aussi des articles qui sont peut-être plus de société. Ces jours-ci, j'ai mis en ligne des articles sur le chlordécone. J'ai fait des interviews, notamment celle de mon père, parce qu'il a atteint le cancer de la prostate. Il a dit. Il connaît les choses. Il connaît les choses, donc je suis allée faire une longue interview de lui qui dure 30 minutes où il parle de sa vie, de son parcours. Je fais une petite parenthèse. Ton père, homme politique qui a compté en Martinique et qu'on aura l'occasion d'interviewer bientôt. Mais tu devrais, parce qu'il a beaucoup de choses à dire et il est observateur un peu, comment dire, pas distant, mais observateur attentif de la réalité. Et puis vraiment intéressé par des questions qui sont des questions d'actualité comme l'environnement, le transport. Il n'estime pas qu'à faire sans ombre. Il a été très actif sur ces questions-là à l'époque et il reste très, très impliqué. Donc, je te dis, ces jours-ci, il y a ce dossier-là que je suis, tu vois, parce que moi j'ai fait un article pour faire un petit peu le point, donc j'ai fait une interview d'Edouard, j'ai fait une interview récemment qui sera en ligne, là, dans pas longtemps, qui devrait l'être d'ailleurs. Tu sais, des deux jeunes, Guillaume et Martine, qui ont lancé une pétition sur change.org, je suis chlordéconée, pour appeler le pouvoir public à une action en matière d'information, de traçabilité. Et voilà, donc si tu veux, il n'y a pas de format, il y a de la vidéo, enfin, c'est pas formaté, mais je fais de la vidéo, je fais des textes, je fais beaucoup de chroniques aussi Diasporamix.com www.diasporamix.com MIX. Voilà. Et donc c'est cette société, au-delà du site, donc la société forme mes projets littéraires jeunesse. Puisque j'ai sorti un livre pour enfants. Alors justement, on a parlé de la journaliste, on a parlé de la personne de culture qui réveille un peu nos racines, mais tu as produit plusieurs ouvrages. Oui. Notamment pour les enfants. Présente-nous un peu ta carrière, entre guillemets, littéraire. Je suis un auteur, je ne sais pas ma profession, donc je dis que voilà, j'ai écrit un roman qui s'appelle La Vierge dictateur, voilà, qui est sorti chez un petit éditeur qui s'appelle Original Book,
Donc c'est un livre qui parle de politique, figure-toi. Bon, c'est un peu ce que ton regard après ton expérience de journalisme en Martinique, non? Non, c'est pas un regard, c'est vraiment de la fiction. La fiction. Mais c'est un mélange, si tu veux. En fait, j'ai toujours été intéressée par les médias, même quand j'étais pas dans les médias, toujours intéressée par les médias, la politique forcément. Et donc ça parle de télévision, ça parle des médias, ça parle du pouvoir. Et ça interroge, alors sans régler la question, ce n'est pas un ouvrage philosophique ni même politique, mais ce qui m'a toujours fasciné en fait, c'est comment les peuples acceptent d'être dominés. Ce qui fonde, si tu veux, cette espèce de résignation collective et ce qui produit du totalitarisme. Est-ce que c'est de l'inertie? Est-ce que c'est du désintérêt? Est-ce que c'est la bêtise? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est... la résignation. Voilà, ou la résilience, etc. Et ce livre-là, si tu veux, je souhaite la rééditer parce qu'il y a plein d'imperfections, il y a des fautes, etc. On n'est pas allé au bout. Mais il parle de ça dans une ambiance un peu caribéenne, en fait, parce que les faits se déroulent dans un pays qui s'appelle le Caillou, qui ressemble un petit peu à Haïti. Et le Caillou, c'est aussi le nom de la Nouvelle-Calédonie. Mais bon, c'est plutôt, si tu veux, l'ambiance un peu caribéenne quand même. Et c'est marrant parce que ce livre est sorti, je crois, quelques temps avant le printemps arabe, les printemps arabes. Et si tu veux, parce que c'est quand même l'éloge de la révolte, quand même. C'est quand même l'éloge de la révolte, donc finalement, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait que les gens restent là et puis subissent une dictature ou un totalitarisme, mais bon, ils se révoltent. Et parfois, ça peut tenir à différentes choses. Donc il y a un leader, enfin, qu'est-ce qui peut réveiller cette fibre de révolte, de révolter. Donc j'ai fait ça, et puis après, bon, j'ai une fille qui aujourd'hui a 10 ans, je me suis lancée un peu, presque, comment dire, c'était quelque chose d'automatique dans l'écriture d'un petit texte, d'un petit conte pour enfants. Donc, Sina sur son nuage, donc ça c'est sorti en 2013, Sina sur son nuage, donc j'avais écrit le premier texte. Et puis j'en ai écrit d'autres. Je me suis entourée de gens comme Jacques Exili qui a créé avec moi le petit personnage, qui a dessiné le petit personnage, qui a illustré le livre. Et puis au niveau, parce que ce sont des livres, on va commencer beau ça, Sina et le cyclone. Donc ça parle d'un environnement caribéen, des éléments naturels, des avec une particularité, anglais, espagnol. Ça c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est pas ça. Déjà la particularité du premier, enfin là il y a un peu CD, mais c'est que c'est un livre et un CD. On peut écouter, faire l'enfant. On peut écouter les textes des histoires, donc les 7 histoires. Donc c'est Jean-Michel Martial qui faisait ça. La musique c'était fait par Alain Surina, qui était vraiment mon complice, le producteur qui m'a accompagné et qui continue à m'accompagner. Donc Jean-Michel Martial lit les 7 histoires et en fait j'ai écrit des chansons qui s'inspirent de chaque thématique des histoires. Par exemple, tu as une chanson qui s'appelle, tu as un texte qui s'appelle Sina et le cyclone, celui dont on a vu les images tout à l'heure. En fait, donc Sina est prise dans le cyclone avec sa mère et puis le capitaine. Et ils sont sortis du cyclone par les poissons volants qui sortent le bateau en fait. Qui sortent le bateau, pardon, du cyclone. Là, c'est Zéclair et Titiri, donc c'est un Titiri qui est amoureux d'une étoile de mer, Tania, etc. Là, c'est Zéphirin, le cochon et Noël, donc on parle de la tradition. Là, il y a Tali, il y a un texte qui s'appelle Tali, le diable rouge. Et puis, tu as Sina et Momo, le monstre de la montagne, pour parler d'une façon un peu imagée de l'éruption volcanique. Alors, nos enseignants sont-ils au courant de l'existence de cet outil pédagogique? Alors, pas assez, mais je vais venir. Pas assez, donc c'est ce travail-là que j'essaie de faire passer le message et leur montrer le livre. Et juste donc, pour finir sur le concept même, donc c'est un livre et un CD. Donc le CD, tu as le récit et tu as des chansons. Comme je disais, donc tu as le texte Sina et le cyclone, tu as une chanson, Vent qu'a soufflé, qui est interprétée par exemple par Alincha. Et chaque fois je fais faire ça, c'est-à-dire il y a à la fois le texte et la musique. Donc ça c'était le premier 2013. Et donc l'année dernière, ma société, donc Diaspora Libre, avec ma société, j'ai produit ça. Donc j'en suis encore l'auteur. C'est toujours le même concept, donc livre et puis CD. Sauf que là, comme on parlait de la Caraïbe, et que dans le récit, donc là c'est un récit, il n'y a pas cette histoire, c'est un seul récit, c'est un récit d'aventure, un roman d'aventure qui est adapté aux enfants. Donc comme on parlait de la Caraïbe et que dans le récit, la langue est importante parce qu'ils arrivent dans des pays, et puis Sina parle anglais, il parle espagnol, et ses camarades lui disent, tu parles ça, comment tu fais? Elle dit, oui, moi je vais sur Internet, donc je m'informe, je sais parler anglais, je sais parler espagnol, elle comprend un peu. Je me suis dit que ça aurait été intéressant de traduire le texte en anglais, en espagnol et en créole. Donc j'ai fait traduire le texte en créole, en anglais et en espagnol. Et il y a toujours le CD,
Tu as le CD, donc le CD, tu as le récit. Cette fois, c'est moi qui dis le texte, avec toujours la musique, des créations originales. Par exemple, il s'arrête en Haïti, donc tu as une composition de Rara. Ils arrivent en pleine grève, en fait. Les gens ne sont pas contents, ils défilent. Tu as un mouvement, donc pendant 10 secondes, tu as le Rara, pam. Donc vraiment, il y a un travail vraiment de minutieux, à la fois sur la musique, et puis aussi les illustrations de Jacques, qui a continué à m'accompagner. Donc là, on est à Trinidad. Et donc, j'ai fait traduire, comme je le disais, donc, en anglais, en espagnol et en créole. Et puis là encore, tu as la musique. Donc tu as Kali, tu as Dominique Coco, tu as Patrick Jean-Élie, tu as Alain Surena qui ont composé un calypso, un reggae, un compas, quatre musiques, et voilà. Alors avant d'aller plus loin, ces outils-là, tu disais qu'ils ne sont pas assez connus, et je dois reconnaître que c'est vrai. Les téléspectateurs, les gens qui iront sur Chicom TV et qui voudraient commander, avoir... Ils vont dans les librairies. Toutes les librairies en Martinique, je trouve, et puis s'ils sont ailleurs, ils sont en France, ils vont à la FNAC. Si la FNAC ne les a pas, il est distribué. C'est un livre qui est distribué. Je travaille avec Mylène de Fabrique, qui est martiniquaise, qui a une boîte d'édition qui fait aussi de la distribution, et qui me distribue dans les librairies. Et donc on est partout. Et en plus, elle a un site internet qui s'appelle la librairie des Outre-mer. Donc Citep Diffusion. Donc ils tapent, ils peuvent commander le livre. Voilà, Citep Diffusion. Sinon, ils vont, quand ils sont en Martinique ou en Guadeloupe, ils vont dans les librairies et ils les achètent. Je parle d'école, est-ce que ça m'amène à une question? Avec tout ce parcours, tous ces documents, est-ce que tu vas dans les écoles, dans des associations de jeunes? Comment ça se passe? Je vais dans les écoles, si tu veux, j'ai fait un mailing à tous les établissements scolaires de Martinique. Donc certains m'ont répondu, certains directeurs m'ont répondu. Je suis allée, j'ai l'occasion d'aller à Saint-Esprit, d'aller à Vauclin, d'aller au Lamentin. Je suis allée aussi, j'étais invitée par Madame Jougon, à l'ESP. Je suis allée donc rencontrer des enseignants qui étaient en formation. J'ai fait aussi des lectures dans les écoles. Donc il y a quand même un travail de popularisation, de vulgarisation qui se fait. C'est pour ça que j'ai voulu rester en Martinique. Quand j'ai sorti le livre, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce travail de fond, parce que le premier n'a pas suffisamment marché. Mais il y a des problèmes de distribution aussi pour le premier. Et là, si tu veux, je veux vraiment que le livre soit diffusé le plus massivement possible et atteigne le premier public que je vise, donc les enfants. Et si tu veux, c'est une histoire, c'est une aventure. Mais je pense que, et je suis persuadée que pour les enseignants qui sont toujours à la recherche, si tu veux, de support, pour aborder les questions, pour aborder les langues, pour faire les enfants produire de l'écrit, par exemple, c'est une problématique extrêmement importante pour eux, ce livre-là peut être vraiment un bon point d'entrée, et j'ai pu le vérifier à l'occasion des rencontres que j'ai pu avoir avec les enseignants. Et je te dis, il y a des gens qui sont accueillants et qui sont bienveillants, j'ai envie de dire, et qui vraiment ont fait bon accueil à l'ouvrage. Donc je vais continuer ça. Et j'ai envie de faire aussi des ateliers d'écriture avec les enfants, sur cette base-là, tu vois. Et dans mes activités d'entrepreneur, en fait, avec Diaspora Mime, je veux vraiment, peut-être, j'essaie d'étudier la question, comment faire vivre le livre et aider les enfants, ou amener les enfants à aller vers la lecture et aller vers l'écrit. Tu vois, et à travers ces ouvrages, parce qu'il y a le premier et le deuxième, et voilà, donc si tu veux, ce sont des choses auxquelles je réfléchis. En tout cas, je fais ce travail, vraiment. Voilà. Alors, comme tu ne laisses rien de côté, tu es aussi musicienne chanteuse. Je l'ai été, mais bon, vraiment, à mes heures perdues, on disait ça en caméra tout à l'heure, c'est vrai que la dernière période ici, en 99, ça remonte, j'ai passé vraiment de très bons moments, parce que moi j'ai fait du piano bar, à l'époque où je présentais encore le journal télévisé, ou bien que je présentais Place Publique, je ne sais plus ce que je faisais à la télé, parce que c'est quand même un peu ancien. J'ai eu, pendant plus d'1 an, on avait un spot, comme on dit, au Triton, donc avec le frère Loureski, et j'allais, donc il me semble que c'était le mardi soir, donc je faisais le journal, je me rappelle, je faisais le journal, et vite j'allais chez moi, je mettais la tenue de star, de chanteuse, d'artiste, et je partais donc au Triton, et on s'éclatait. Et alors j'ai une spécialité qui est reconnue par les natifs eux-mêmes, je chante de la bossa nova en fait. Si vous chantez une bonne fois, oui. Pas qu'à passer, puis un musicien. Mais je chantais de la bossa nova, donc je ne sais pas qu'est-ce que je chante. Je vais pas. Je vais pas te dire The Girl of Ipanema, c'est trop connu, c'est trop galvaudé, Convado, quoi. Ouais, bon, Girl from Ipanema. Ou alors, tu sais quoi, je vais te chanter une chanson qui est. Sina, on parle de Sina, donc qui fait la liaison entre les activités littéraires
pour les enfants. Et ma fille et la musique, c'est Sina, précisément. Sina, donc Sina, c'est le nom de ma fille, c'est le nom des ouvrages. Et c'est aussi le nom d'une chanson de Djavan, qui est un très grand artiste brésilien, qui est auteur, compositeur, interprète, qui est extraordinaire. Et donc il a une chanson qui s'appelle Sina et qui fait, ça fait Pai e mãe, hoje mina, coração, desejo Sina, tudo mais, pura beleza, jazz, tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, voo da natureza, tudo mais, pura rotina, jazz, a luz de grande prazer é irremediável nenhum. A cappella plus sans guitare. Et là, donc avec mon frère, on s'amuse un peu, donc on répète un petit peu. Mais j'aime bien, quoi. Avec le prochain concert de Papa Angélie, il faut dire ça. Soyez à l'écoute. Non, mais la musique est très importante pour moi. Et tu vois, les projets littérature jeunesse sont liés à la musique. La musique est très importante. Alors, en fait, la musique a toujours été présente dans ma vie. J'ai jamais fait ça à niveau professionnel. Je me suis toujours amusée avec la musique. Mais comme ça relève de la création aussi, tu vois, de l'expression. Je pense que, voilà, je sais pas, c'est genre quand j'étais plus jeune, j'ai pris des cours de chant, un petit peu de cours de piano, mais ça a toujours été assez présent dans ma vie, et puis voilà, donc il est encore temps. Et qu'est-ce que je n'ai pas demandé quand tu nous caches dans toutes tes activités? Bon, tu voyages, tu fais non, je voyage, oui, je fais du sport. Je fais du sport, j'ai recommencé à faire du footing ici, il y a beaucoup de sportifs, comme j'habite pas loin du tunnel DJ, je vais courir là. Sinon, je cours sur la plage avec mon ami, donc on va sur la plage du Carbet. Et puis je fais du yoga. Donc j'ai fait du yoga en région parisienne, parce que j'habite à Épinay, donc j'ai fait du yoga, je faisais du yoga avec une prof de yoga, Soisy sous mon aussi, qui est un petit bled dans le 95. Et je continue un petit peu ici, mais je trouve que le yoga, si tu veux, le yoga était très important pour moi ces dernières années. Parce que tu vas à la fois physiquement, tu vois, et du point de vue mental, psychologique, je trouve que c'est une activité qui est très intéressante, et j'adore ça. Voilà. Donc j'en fais un petit peu. Qu'est-ce que je ne t'ai pas demandé que tu aurais aimé dire à ceux qui vont regarder cette interview? Je voudrais dire, parce que c'est l'actualité, qu'ils regardent, qu'ils essaient de se procurer Sina et le secret de la Caraïbe, qui est vraiment l'ouvrage que je promeus ces jours-ci, donc qui est dans toutes les librairies. Donc ils peuvent demander à leur libraire, quand ils ne l'ont pas, ils vont le commander, il va arriver très vite, ils peuvent même aller sur internet pour le commander. Et puis donc cette société Diaspora Mix, si tu veux, donc j'ai des projets, notamment de formation, de faire des choses. Et puis voilà, donc je crois que tu m'as tout demandé. Et sinon ça va. Ça va. En tout cas, je te remercie grandement d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et c'est toujours vraiment bien de montrer à notre peuple toutes les richesses, toutes les compétences, toutes ces belles personnes que nous avons. Et puis vous aussi, bravo à vous. Oui. Alors il faut qu'on arrête de nous autoflageller, de nous autodélivrer, nous belles, nous forts, nous créatifs. Oui, alors si je peux me permettre, une petite réflexion. Comment on n'est pas loin du carnaval? Tu as fait le carnaval, toi? Je ne fais pas le carnaval, mais j'ai regardé à la télé certains moments et j'ai suivi les polémiques. Ouais, bon, moi ça ne va pas trop m'intéresser ça. Je trouve qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance, le type est interviewé, ça n'est pas passer à autre chose. Et on a le droit de représenter les bateaux négriers, ça fait partie de l'histoire. Non, mais il y a quelque chose qui m'a un peu interrogée, on va dire. Moi j'ai fait le vidé, ça fait des années que j'ai pas fait ça, je voulais faire le vidé, 18 ans. Même plus, parce que quand j'étais ici à la TV, je travaillais chaque fois que c'était le carnaval, je travaillais, donc je ne faisais pas le vidé. Donc je suis allée dans les vidés. Il y a des chansons que je chante, il y a des chansons que je ne chante pas. Les chansons à au moment, je ne chante pas. Et tout, alors, il y avait des chansons qui étaient faites là, on parlait en créole, j'ai chanté ça, mais l'histoire, le moment, j'aime pas ça, j'aime pas ça très bien. Et en même temps, si tu veux, je me suis fait cette réflexion-là, je me dis, mais on est dans c'est un moment, si tu veux, de communion, les chansons ensemble, il y a un peu de violence, mais c'est pas ça qui défile. C'est le relâchement, si tu veux, donc voilà. Et je me dis, on est dans ce moment où les gens se permettent de dire des choses qui, dans la vie quotidienne, sont les choses les plus extrêmes que tu peux dire à quelqu'un. Et quand tu dis à quelqu'un à l'image un moment, c'est que tu t'attends à ce qu'il réagisse de façon très violente. Pourtant, on est dans ce moment-là, si tu veux, l'espèce d'exutoire, on lâche ça et tout. C'est un peu le rôle du carnaval. Et c'est très bien, c'est très bien. Et à un moment, je me dis, mais
Parce que donc on admet ça, tu admets que le type avec qui tu es prêt à te battre, par ailleurs, une fois que tu seras remonté, que le carnaval sera fini, je te dis ça. Et je me dis, mais pourquoi ce moment-là, finalement, alors, ne serait pas le dernier moment où on fait ça? C'est-à-dire, une fois qu'on est sorti de là, on est tranquille, comme si on avait fait au cours le yoga, on est relâché, on a lâché ça sur la table, oui, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, mais c'est cool, je ne vais pas m'énerver dans l'embouteillage parce que tu seras passé devant moi, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, mais parce que la réalité, quand tu regardes, on parlait de choses un peu anxiogènes et tout, bon, il y a la violence. Tu vois, il y a la violence intrafamiliale, il y a la violence conjugale, on a eu quelques éléments, alors même si on ne veut pas finir sur cette note négative, mais quand même on a eu ces éléments de violence faites aux femmes, par exemple, qui sont dramatiques. Et si tu veux, je me dis, mais... Et ça m'a un peu fatiguée, tu vois, parce que j'étais en invité le deuxième jour, je suis allée le dimanche, le mardi, et puis le mardi, j'ai dit, mais attends, là, les gens qui font la divorce ceci, bon, ok, on a fait ça, après, une fois qu'on est passé au shop, on est tranquille, on est plus cool les uns avec les autres. Ça ne sert même pas, ça ne suffit même pas. Ça ne suffit pas. Et ça, du coup, ben, tu vois, je suis sortie du vidéo, je suis rentrée chez moi. Non, mais c'est un peu compréhensible parce que la société est tellement en piteux état. Mais nous avons, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, nous avons les ressorts. On a les ressorts. Mais il faut qu'on en soit conscient. On a les ressorts. Et je pense qu'il faut qu'on revient peut-être. C'est ça aussi. Il faut qu'on se fasse plus confiance. Il faut qu'on soit plus, si tu veux, il faut qu'on s'auto-valorise. Parce que je pense qu'on a. Parce que quand tu dis qu'on se dénigre, on dénigre le Martiniquais. Tu vois, les groupes qui prennent des positions, je ne pas dans ça. Le Martiniquais, ceci, le Martiniquais, ça. Arrêtez de dire le Martiniquais. C'est pas le Martiniquais. Il y a des gens qui. Voilà, on ne peut pas faire non plus collectif tout le temps, si tu veux, des individualités. Mais je veux dire, c'est un travail à faire les autres. Enfin, déjà à notre propre niveau, tu vois, d'auto-valorisation. Qu'est-ce que je suis moi? Avant d'être Martiniquais, je suis. Tu abandonnes les bons modèles comme Barbara Jérémy? Non, je ne suis pas modèle, je ne peux pas dire ça. Moi, je suis peut-être un modèle. Ou alors, parfois, comme je dis, je peux être modèle à ne pas. Je ne t'ai pas demandé ton avis, je dis. Chez Martiniquais, nous avons des gens valables. Je peux être perçu comme un modèle à ne pas suivre. Non, un exemple à ne pas suivre. Non, mais chacun, si tu veux, chacun. Et voilà, le bon côté de l'histoire, on n'est pas des bénis, oui, on n'est pas des bénis. Non, mais plaisanterie mise à part. On dit ça, bon, modestie, c'est bien tout ça, mais il faut que les gens aient des repères positifs, parce qu'on leur montre que les repères négatifs, anxiogènes, il faut qu'on dise, regardez-nous, attendez. Donc si on a des gens qui créent, qui font les choses avancer, mais c'est au-delà de ça, c'est dans le dialogue. Tu vois, pourquoi moi je fais le travail d'aller voir les jeunes? J'ai décidé que cette année je faisais ça. Si tu veux, je fais ça, je vais voir. Parce que non seulement, au-delà même, si tu veux, d'être un exemple en disant voilà ce que j'ai fait, c'est arriver à faire parler les autres de ce qu'ils voudraient faire, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils ont dans leur tête. Chacun a un rêve, si tu veux. Moi j'ai eu la chance de n'être pas limitée. Je me suis jamais, même si j'ai peur, si tu veux, je veux dire, la peur t'empêche de faire les choses. Mais de dominer ça pour dire mais j'ai envie de faire quelque chose, alors je le fais. Et puis tu n'es pas seul non plus, il faut arrêter de faire croire que tu es seul. J'ai eu des opportunités, mais si tu veux, je pense que je n'ai jamais moi eu d'idée de carrière. En disant, je savais que je voulais être journaliste, c'était ça mon seul objectif. Mais comment faire, dans quoi travailler, c'était ouvert, quoi, si tu veux. Mais ce que je veux dire, le plus important, au-delà de donner des exemples, ok, il faut donner des exemples. D'ailleurs, certains seraient bien inspirés d'être quand même de meilleurs exemples, hein, si je peux me permettre, de meilleurs exemples. Et je dois regarder mon regard ou ne suivez pas mon regard. Mais si tu veux, mais c'est aller aussi, et qu'on parle des jeunes, trouver le moyen qu'ils s'expriment aussi, tu vois, et de leur donner la parole, en fait, de leur donner la parole sur leur vision, tout simplement. Parce que même si tu veux, voilà, parce que tu n'arrives pas à imposer un exemple comme ça. C'est dans le dialogue que tu imposes, si tu veux, des petites astuces, des petites ruses, tu vois. Parfois, en fait, les gens ont besoin de savoir, tout simplement, tu vois, pour être... Merci beaucoup d'être venu à studio. Alors, je me permets de reprendre cet ouvrage pour dire aux téléspectateurs, voilà, aux téléspectateurs, un outil pour notre jeunesse. Oui, et puis c'est un récit d'aventure. Avec les différentes langues pour travailler notre intégration linguistique dans la Caraïbe. Tu parles toutes les langues dans la Caraïbe? Je choque un petit peu. Tu vas parler espagnol, tu vas parler anglais. Un poquito, avec beaucoup de... Bon, allez, bref. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.